Voilà, bah, alors je me présente, Nathalie Kuhlmann, je fais partie du cabinet Allianz, je suis associée et spécialisée en droit du travail et évidemment j'interviens en conseil auprès des entreprises, particulièrement pour la mise en place de process pour les rendre plus compétitives ou éviter évidemment en ce moment des problématiques de coûts de masse salariale et la gestion des problématiques aussi en matière de santé, puisque vous avez tout à la fois ces problématiques qui se bousculent aujourd'hui, puisque vous pouvez évidemment avoir une activité qui continue, mais certains ont une activité qui a été évidemment très réduite avec ces problématiques activité partielle longue durée qui peut ou pas se cumuler, on va le voir tout à l'heure, avec le dispositif classique, et puis des problématiques en santé, hygiène et sécurité qui s'imposent à l'employeur et qui peuvent mettre en cause sa responsabilité pénale. Alors, vous le savez autant que moi, on a un certain nombre de lois, d'ordonnances, de décrets qui se bousculent au fur et à mesure, tous les 15 jours à peu près en ce moment, et qui courent un petit peu après le Covid, je dirais, parce que on a toujours un petit peu un train de retard et en train d'essayer de rattraper la situation pratique qu'on vit au fur et à mesure. Donc, la loi du 14 novembre a repoussé l'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 avec un certain nombre d'ordonnances qui sont en train d'être prises et un nouveau protocole sanitaire qui va être complété suite aux déclarations du Premier ministre hier. Donc aujourd'hui, voilà, problématique de visibilité certaine par rapport à un certain nombre de thématiques économiques. Et la première problématique qui se pose, ce sont les alternatives à la réduction des effectifs d'une société, puisque l'idée est de tenter de maintenir les effectifs pour éviter des plans sociaux. Alors évidemment, côté gouvernement, la problématique est d'éviter d'avoir un chômage qui n'augmente trop, hein, même si c'est évidemment déjà beaucoup le cas. Et puis côté entreprise, l'idée est de quand même conserver sa masse salariale parce que c'est la richesse quand même d'une entreprise pour pouvoir rebondir lorsque l'activité va reprendre de manière plus classique. Pour certains, la visibilité n'est pas certaine, mais enfin pour d'autres, voilà, les réouvertures de magasins qu'on annonce là, possiblement le 28 novembre, et puis plus difficilement pour les restaurateurs mi-janvier. Alors, l'activité partielle classique, c'est évidemment le levier actuel pour éviter d'avoir à souffrir d'une masse salariale trop importante lorsqu'on a soit une fermeture, soit une diminution d'activité. Et on sait que depuis la première loi sur le confinement, cet outil a été modifié avec quand même des problématiques d'évolution de l'outil et une visibilité à aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, même si on imagine qu'au 1er janvier, un certain nombre de mesures vont évoluer. Alors, jusqu'au 31 décembre et pour la suite, on sait que l'activité partielle va continuer d'être mise en place de la manière suivante. Une décision unilatérale de l'employeur, hein, on n'est pas dans le cadre de l'activité partielle longue durée, donc ça peut être toujours mis en place de manière unilatérale. En revanche, une consultation du CSE pour ceux qui ont un CSE au sein de leur entreprise, et avec depuis le 30 octobre une particularité, à savoir qu'on veut associer plus régulièrement le CSE au suivi de l'activité partielle classique, et donc une information du CSE à chaque fois que l'activité partielle va être renouvelée ou redemandée selon qu'il s'agira d'un avenant ou d'une nouvelle demande. Donc désormais, depuis le 1er novembre, le CSE doit être associé de manière beaucoup plus prégnante à l'évolution de l'activité partielle au sein de l'entreprise. Peut-être l'aviez-vous déjà mis en place au sein de vos structures ou au sein de vos clients, mais en tout cas, voilà, obligation maintenant de faire intervenir le CSE. Par ailleurs, vous savez maintenant que la directe, depuis le 1er octobre, ne répond plus dans les mêmes délais, puisque nous ne sommes plus dans le délai de 48 heures, mais dans un délai de 15 jours pour répondre aux nouvelles demandes d'activité partielle. Donc, en ce qui concerne l'absence de réponse, qui vaut
acceptation, vous devez avoir en tête qu'il faut une absence de réponse pendant 15 jours pour que ça vaille acceptation tacite. Donc ça, c'est important de le savoir puisque les délais ont changé en la matière, hein, donc 15 jours contre 2 jours au début du premier confinement, donc un petit peu plus de temps. Alors sur la durée du recours à l'activité partielle, vous le savez, la première loi sur le confinement a permis de demander une durée d'activité partielle jusqu'à un délai de 12 mois. On le sait qu'au départ, ce n'était pas accepté en général par la directe pour une durée de 12 mois, mais en tout cas, en totalité, cela pouvait durer jusqu'à 12 mois. C'est encore le cas pour toutes les demandes qui seront déposées jusqu'au 31 décembre 2020. En revanche, à ce jour, avec les derniers décrets du 30 octobre, à partir du 1er janvier 2021, peut-être que ça changera, mais en tout cas à ce jour, les futures demandes d'activité partielle classique qui seront déposées ne vaudront que pour 3 mois renouvelables une fois, 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs, donc une durée beaucoup plus restreinte. Alors on peut imaginer qu'avec l'évolution évidemment de la pandémie, ça soit revu, mais à ce jour, les derniers décrets du 30 octobre font vraiment une différence à partir du 1er janvier. Donc, si vous avez de nouvelles demandes à faire, évidemment, déposez-les avant le 1er janvier pour bénéficier de cette période de 12 mois qui existe encore jusqu'au 31 décembre. S'il s'agissait d'une demande pour un autre motif que le Covid, et notamment on peut penser aux sinistrés des vallées de l'arrière-pays, là c'est un autre dispositif qui s'applique puisque ça peut être une demande de 6 mois, renouvelable 6 mois. Hein, donc ça sera un nouveau dispositif à partir du 1er janvier. Sur l'engagement en matière d'emploi, c'était la problématique qui se posait aux employeurs, de savoir si le fait de demander le bénéfice de l'activité partielle à partir du 1er janvier allait vous imposer des engagements en matière de maintien dans l'emploi. C'est ce que le gouvernement avait laissé entendre. Or, désormais, on sait qu'il n'y aura pas nécessairement d'engagement de maintien dans l'emploi pour le dispositif d'activité partielle classique. Hein. On verra la différence avec la PLD tout à l'heure. Donc, pas d'engagement obligatoire de maintien dans l'emploi. En revanche, vous le savez, si vous avez déjà fait des demandes d'activité partielle, lorsque vous faites une nouvelle demande et qu'au cours des 12 derniers mois, vous avez déjà eu une première demande d'activité partielle, sur le site en ligne, on vous demande des engagements. Alors l'engagement, ça peut être un engagement volontaire de maintien dans l'emploi, mais ça n'est pas une obligation. Vous pouvez avoir d'autres engagements, notamment des engagements en matière de formation, des engagements en matière de congés payés. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir la case engagement en matière de maintien dans l'emploi. Alors, on sait que le sujet des congés payés est un peu explosif pour ceux qui ont des salariés en activité partielle, puisqu'ils continuent à acquérir des congés payés et ne les posent pas néanmoins. Donc, un jour ou l'autre, c'est un montant qui va exploser à la figure des employeurs parce que c'est un coût, c'est de la masse salariale, c'est congés payés. Alors, le conseil qu'on a essayé de donner à nos clients jusqu'à présent était, pour les salariés en activité partielle, de les inciter néanmoins à poser des congés pour avoir la preuve qu'on leur demandait de les poser et si les salariés ne les posaient pas pendant cette période-là, de pouvoir leur opposer et pour leur dire que les congés étaient perdus à l'issue de la période de prise de congé. Hein, parce que l'employeur, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, doit prouver qu'il a demandé à ses salariés de poser ses congés pour dire qu'ils sont perdus pour l'avenir. Donc, à mon sens, cette jurisprudence s'applique même pendant la période d'activité partielle. Donc, soyez attentifs à cette problématique qui aura un coût un jour ou l'autre, c'est celle du report des congés payés si vous ne pouvez pas prouver que vous avez demandé à vos salariés de les poser. En ce qui concerne le nombre d'heures éligibles à l'activité partielle, à aujourd'hui, on en reste à ce qui est prévu par la nouvelle loi depuis le premier confinement, à savoir 1607 heures par an. Néanmoins, ça se cumule avec le nombre de mois pendant lesquels on peut mettre un salarié en activité partielle. Alors, je vous disais tout à l'heure que pour les nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2021,
on en reste à un nombre de mois, 3 mois renouvelables une fois dans la durée maximale de 6 mois. Donc 1607 heures sur 6 mois, on n'y sera pas. Donc il y a une incohérence entre le nombre de mois à partir de janvier 2021 et le nombre d'heures. Je pense que les futures ordonnances ou décrets vont venir raccorder les deux problématiques, parce que si on fait des nouvelles demandes à partir de janvier 2021, qu'elles ne peuvent durer que 6 mois maximum, les 1607 heures, ça n'aura pas de sens. Donc à suivre de ce côté-là. En ce qui concerne l'indemnité versée aux salariés, ça c'est une question évidemment déterminante. À ce jour et jusqu'au 31 décembre, pour les salariés, vous avez un maintien de 70% du salaire brut des salariés avec un plancher à 8,03 euros. Donc ça, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. On sait que c'est maintenu jusqu'au 31 décembre pour les salariés. En revanche, à partir du 1er janvier, sauf modification, la rémunération à maintenir aux salariés va baisser à 60% de la rémunération brute du salarié. Donc une diminution qui n'est quand même pas négligeable, avec par ailleurs un plafond à 4,5 SMIC. Donc ça, c'est important de le souligner. À partir du 1er janvier, sauf nouvelle ordonnance, le montant à garantir à vos salariés va diminuer. L'autre problématique qui se pose évidemment pour l'employeur, c'est celle de l'indemnité qui va être remboursée par l'État à l'employeur par rapport à la garantie du salaire versé aux salariés, avec là encore une distinction 31 décembre, 1er janvier 2021, évidemment en l'état des ordonnances connues à ce jour. À aujourd'hui, le régime général est le suivant. Vous maintenez, si vous ne faites pas partie des cas d'exception, vous recevez de l'État, 85% de l'indemnité que vous versez à votre salarié, avec une indemnité maximale de 27,41 €. Donc ça, c'est pour le régime général des sociétés lambda, on va dire. En revanche, pour un certain nombre de sociétés qui sont visées par une liste par décret, et on pense notamment aux sociétés qui ont dû fermer, restaurants, coiffeurs, petits commerces, etc., ou celles qui ont eu une perte de chiffre d'affaires liée à la fermeture de ces autres commerces, perte de chiffre d'affaires de plus de 80%. Là, l'État rembourse toujours jusqu'au 31 décembre 100% de l'indemnité versée aux salariés, dans la limite néanmoins de 4,5 SMIC. Vous avez les montants qui apparaissent sur mon document. Donc, allocation horaire maximale de 31,97 € et allocation horaire minimale de 8,03 €. Donc, on est rassuré jusqu'au 31 décembre. Et comme je le disais, on a de l'imprévisibilité puisqu'à ce jour, on n'a toujours pas d'ordonnance, mais on espère qu'elles vont paraître dans les prochains jours pour ce qui va se passer à partir du 1er janvier. Parce que jusqu'à présent, le dernier décret en date du 30 octobre 2020 et prévoit qu'à partir du 1er janvier 2021, simplement 36% de la rémunération brute du salarié sera remboursée à l'employeur. Donc on chute drastiquement, et ça pour tout secteur confondu. Donc, on imagine qu'à partir du 1er janvier 2021, pour les secteurs les plus touchés, notamment les restaurateurs qui ne pourront pas ouvrir au 1er janvier, il va y avoir un décret. Mais néanmoins, pour les autres activités, la diminution de la prise en charge par l'État sera quand même assez importante. Donc, à suivre, on enverra, comme régulièrement on le fait, des informations sur le sujet. Mais c'est vrai que ça change la donne en matière, évidemment, de prise en charge et de prévisibilité et de décisions à prendre pour les entreprises, et notamment l'utilité ou pas, on va le voir tout à l'heure, de signer un accord d'entreprise sur l'activité partielle longue durée, éventuellement, pour prendre le relais de l'activité partielle classique. Les frais de formation en matière d'activité partielle classique, eh bien, depuis le 1er novembre, nous ne sommes plus dans une prise en charge à 100%, mais une limite à 70% des coûts de formation. Donc, il y a une légère diminution. Alors là, je vous ai mis sur le document que Solène pourra vous faire passer la liste des sociétés qui sont concernées par des prises en charge à 100% par l'État. Il y a une première liste S1 avec toutes les entreprises qui ont dû fermer. Et puis, il y a une seconde liste
qui, elle, a un rapport avec l'activité des premières. Et pour celles qui, par exemple, hein, on a des poissonneries qui travaillaient exclusivement avec des restaurateurs et des hôtels qui, ayant perdu 80% de leur chiffre d'affaires, se sont vus rembourser 100% de l'activité partielle par l'État. Vous avez une liste qui a évolué, hein. On a notamment, ça c'est intéressant de le savoir, le tourisme de savoir-faire et notamment les entreprises du patrimoine vivant. Je pense aux sociétés de parfumerie dans notre département ou aux sociétés qui fabriquent notamment tout ce qui est bonbons ou verrerie, hein, on pense à la verrerie de Biot. Tous ces tourismes de savoir-faire sont visés par l'ordonnance qui leur permet d'être remboursés à 100% par l'État, au moins jusqu'au 31 décembre, puisqu'elles ont vu leur chiffre d'affaires impacté par évidemment la problématique touristique. Alors, en ce qui concerne le dialogue social, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le 1er novembre, le CSE doit être, on va dire, au cœur de l'activité partielle, puisque vous devez les informer régulièrement et au moins tous les 3 mois et à toute demande de renouvellement d'activité partielle, de l'état des lieux de l'activité partielle au sein de la société. Est-ce que vous avez fait de nouvelles demandes? Comment les salariés, de manière individuelle ou collective, reprennent le travail en totalité ou partiellement? Donc vraiment, le CSE doit être informé, hein, il ne s'agit pas d'une consultation, mais bien d'une information. Et ça, c'est la différence depuis le 1er novembre. CSE doit être au cœur de l'information sur l'activité partielle. Ensuite, nouveauté aussi, hein, puisque là aussi on suit l'activité, il y a des salariés qui normalement pourraient travailler, mais qui, de par leur statut, vont pouvoir être placés en activité partielle et non plus en arrêt de travail comme on l'a pu le vivre au premier confinement. Et je parle en premier lieu des personnes dites vulnérables. Alors il y a une liste qui avait été limitée au 1er septembre 2020, et puis le Conseil d'État est venu annuler cette liste en disant qu'elle n'était pas cohérente. Et un nouveau décret du 10 novembre 2020 a fixé ce qu'était une personne vulnérable avec 2 critères qui doivent être cumulatifs. Le premier critère, c'est un critère lié à l'état de santé du salarié et à son âge. Et vous avez les 11 critères de vulnérabilité qui sont revenus, et bien ceux qu'on connaissait déjà, être soit âgé de plus de 65 ans, soit avoir des problématiques cardiovasculaires, diabète, pathologie chronique respiratoire. Vous avez la liste sur mon document. Ce sont les 11 critères que nous connaissions déjà. Néanmoins, se rajoutent des critères liés aux conditions de travail. Donc, vos salariés doivent avoir l'un des 11 critères de vulnérabilité, critères, on va dire, de santé. Mais par ailleurs, pour être placé en activité partielle, il faut qu'ils répondent à des critères de conditions de travail. Premier critère, ils ne doivent pas pouvoir télétravailler, hein. Bien sûr, le salarié qui serait vulnérable mais en télétravail ne pourrait pas être placé en activité partielle, ça semble logique. Deuxième critère, même s'il ne peut pas télétravailler, il faut, pour bénéficier de l'activité partielle, il ne doit pas pouvoir travailler en présentiel de manière isolée. Un salarié, je m'explique, qui pourrait travailler à son poste de travail dans un bureau tout seul, avec des conditions sanitaires suffisantes, théoriquement, ne peut pas bénéficier de l'activité partielle classique, hein. Donc, vous allez voir sur ce document, donc il faut un isolement, un respect des conditions de travail, évidemment, absence ou limitation du partage de postes de travail, nettoyage, enfin toutes les règles sanitaires que vous avez mises en place dans vos entreprises, si elles sont respectées, si le salarié vulnérable bénéficie d'un bureau isolé, eh bien, ne pourra pas bénéficier de l'activité partielle classique à ce titre, hein. Donc, 2 conditions cumulatives et la deuxième n'existait pas lors du premier confinement. Elle a été posée par le décret du 10 novembre. Ça, c'est important de le souligner. Ensuite, problématique en cas de désaccord, hein, on a des salariés qui pourraient être en désaccord avec votre point de vue. Et là, le décret prévoit que c'est le médecin du travail qui jugera des problématiques du poste de travail en estimant si oui ou non le salarié bénéficie de conditions sanitaires suffisamment protectrices pour ne pas bénéficier de l'activité partielle, hein. Donc, saisine du médecin du travail en cas de litige sur cette problématique. Deuxième type de personnes qui peuvent bénéficier de l'activité partielle classique
et non plus d'un arrêt de travail, comme au premier confinement, ce sont les personnes qui doivent garder leurs enfants. Ça avait été supprimé au 5 juillet, le dispositif a été remis en place au 1er septembre, dans les mêmes conditions qu'avant, hein. Ça ne peut concerner qu'un des deux parents s'il y a un couple. Ça peut être alternatif, évidemment, dans un couple, une semaine en télétravail pour l'un, une semaine en activité partielle pour l'autre. Le salarié bénéficiant de cette activité partielle doit vous faire une déclaration sur l'honneur, bien évidemment, et ne peut pas télétravailler. Là, c'est l'un des points évidemment très importants. Pas de cumul activité partielle télétravail, on le sait. Aujourd'hui, on sait que la directe et l'URSSAF font des contrôles très importants dans les entreprises. J'ai un certain nombre de clients qui ont été contrôlés sur cette problématique et certains qui n'avaient pas complètement joué le jeu, et notamment pour les salariés en télétravail, qui ont dénoncé leur employeur en disant bah, on est en télétravail à 50%, pourtant on nous passe pour la totalité en activité partielle, eh bien se sont vus contrôler. C'est un délit pénal et aujourd'hui vont se voir certainement redressés sur tous les montants qu'ils ont reçus au titre de l'activité partielle. Donc, c'est vrai que pour les employeurs qui n'ont pas joué le jeu, il y a un vrai risque financier et un vrai risque pénal pour l'employeur qui est responsable de ce délit, qui est du délit d'escroquerie, hein, évidemment, et un délit même de travail dissimulé, d'après les premières décisions qui sont en train de tomber. Donc, soyez bien vigilants en cas de contrôle de pouvoir produire à l'URSSAF ou à la directe, hein, qui aura dans ces cas-là les mêmes, qui transmettra à l'URSSAF son contrôle, les fiches de travail, de temps de travail de vos salariés, même en télétravail, pour démontrer qu'il n'y a pas de chevauchement télétravail et activité partielle. C'est extrêmement important. Ouais, c'est un petit aparté, mais je pense qu'on refera sans doute une thématique sur la responsabilité pénale du dirigeant, notamment sur ces problématiques. Dernier point sur l'activité partielle qui est paru dans une instruction ministérielle du 16 novembre. On parlait de contrôle URSSAF, c'est assez important de le souligner. Certains employeurs ont voulu supprimer les garanties de prévoyance pendant la période d'activité partielle, estimant que la prévoyance pouvait être levée. Attention, hein, dans une directive, une instruction interministérielle, il est bien écrit que les salariés doivent bénéficier en totalité du maintien des garanties de prévoyance pendant l'activité partielle et que si ce n'était pas le cas, cela ferait perdre à votre dispositif de prévoyance son caractère obligatoire. Et vous le savez, en matière de contrôle URSSAF, si le dispositif perd son caractère obligatoire, eh bien, vous pourrez être redressé sur les charges sociales liées à la prévoyance. Donc, extrêmement important de bien maintenir la prévoyance pour les salariés en activité partielle. L'instruction ministérielle fait une différence pour la retraite supplémentaire. Là, ça ne sera pas nécessairement le cas. Vous pourriez suspendre le dispositif de retraite supplémentaire si votre contrat retraite supplémentaire le prévoit. Et enfin, le dispositif, la circulaire interministérielle précise également les modes de calcul pour l'assiette de la rémunération et le calcul de la contribution pour la prévoyance lorsque le salarié est en activité partielle, puisqu'il n'y a plus de cotisation sociale. Donc, vous verrez, il y a un détail dans ce document qui prévoit une assiette minimale qui va correspondre à l'indemnité légale d'activité partielle brute pendant la période visée, hein. Donc là encore, de manière très didactique, le gouvernement explique comment traiter les calculs des contributions pendant cette période-là. Soyez attentifs à ça parce qu'en cas de contrôle URSSAF, vous pourriez vous faire redresser. Alors voilà le point d'étape sur l'activité partielle classique, hein, en l'état des ordonnances à ce jour. Et puis, vous le savez, l'État a essayé évidemment de pousser les entreprises à négocier le dispositif d'activité partielle longue durée pour prendre le relais de l'activité partielle classique et surtout avoir des conditions d'engagement des employeurs
en matière de maintien dans l'emploi, puisque l'activité partielle classique ne prévoit pas d'obligation de maintien dans l'emploi. Alors, l'activité partielle longue durée, le nouveau dispositif existe depuis le 17 juin. Ça n'est pas le placement des salariés en activité partielle totale. On va voir que ça concerne simplement une diminution du temps de travail à hauteur de 40%, voire éventuellement de 50%. Sa mise en place ne se fait pas dans le cadre d'un accord, d'une décision unilatérale de l'employeur, mais se fait de la manière suivante, soit dans le cadre d'une négociation d'un accord d'entreprise au sein de l'entreprise, donc de la même manière que vos négociations selon le nombre de salariés dans vos entreprises. Si vous avez des délégués syndicaux, avec les délégués syndicaux. Si vous êtes à moins de 50 ou sans délégués syndicaux, eh bien avec vos élus, avec des référendums pour compléter les accords avec les élus. Et si vous êtes jusqu'à 20 salariés sans élus, avec un référendum avec vos salariés à la majorité des 2/3. Donc il y a de quoi négocier dans les entreprises. Néanmoins, si vous n'avez pas la possibilité de négocier dans vos entreprises, le dispositif d'activité partielle longue durée peut être mis en place de manière unilatérale si et seulement si dans votre branche, la branche a négocié un dispositif d'activité partielle longue durée. Alors un certain nombre de branches se sont emparées du sujet déjà. On pense à la branche Syntec par exemple, je pense que ça peut concerner l'une d'entre vous, à la branche métallurgie, à la branche distribution. Il y a 16 autres branches en ce moment qui sont en train de négocier pour permettre aux entreprises qui ne peuvent pas négocier d'accord d'entreprise de pouvoir de manière unilatérale, en se référant à la branche, mettre en place ce dispositif. Alors, sachez que ce dispositif, pour ceux qui mettent en place le dispositif par décision unilatérale, devront reprendre évidemment ce qui est prévu par la branche. Ils ne pourront pas s'éloigner des conditions mises en place par la branche. En revanche, si c'est une mise en place par accord d'entreprise, là, la négociation, elle est assez libre dans la limite d'un certain nombre de points dont on va parler. Cette négociation ou cette décision unilatérale sera à transmettre à la directe qui la validera pour les accords d'entreprise dans un délai de 15 jours ou les homologuera dans un délai de 21 jours pour les décisions unilatérales en vérifiant que ces décisions correspondent bien à ce qui est prévu au minimum par la loi. Alors, le recours à l'activité partielle longue durée, ce ne sont pas les mêmes délais de recours que l'activité partielle classique, puisque la durée initiale de l'activité partielle longue durée est une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, dans la durée maximale de 24 mois sur une période de 36 mois consécutive. Donc, on peut aller jusqu'à 24 mois maximum sur 36 mois consécutifs. Et évidemment, votre accord d'entreprise ou votre décision unilatérale devra viser la période. Et c'est vrai que ça a une incidence, on va le voir tout à l'heure, si on veut faire ou pas chevaucher l'activité partielle classique et l'activité partielle longue durée. Il faut pouvoir avoir anticipé, parce qu'on va voir que le cumul n'est pas vraiment possible, quand est-ce que l'un va prendre la suite de l'autre, et c'est vraiment difficile à aujourd'hui d'anticiper puisqu'on ne sait pas toujours ce qui va se passer au 1er janvier. Donc, durée du recours. Ensuite, certain nombre de choses à indiquer dans le document et notamment vos engagements en maintien dans l'emploi. Le document unilatéral ou l'accord d'entreprise doit indiquer que les salariés visés par l'activité partielle longue durée seront maintenus dans l'emploi. Alors, vous pouvez, dans votre accord d'entreprise, viser que tous les salariés seront visés par le maintien dans l'emploi ou en revanche, limiter le maintien dans l'emploi aux salariés d'un secteur, d'une branche, d'un établissement qui seront visés par l'activité partielle longue durée. Vous avez la latitude de négocier ce point. En revanche, pour ceux qui mettront en place l'activité partielle longue durée par décision unilatérale, elles devront respecter ce que l'accord de branche prévoit. Autrement dit, si votre accord de branche prévoit que le maintien dans l'emploi devra viser tous les salariés et pas uniquement ceux concernés par l'activité partielle longue durée, eh bien votre engagement de maintien dans l'emploi devra viser tous les salariés de la société de maintien dans l'emploi.
Alors évidemment, ça a posé des problématiques, les employeurs venant dire: «Mais si on ne peut pas payer, si on doit licencier, et qu'on doit rembourser l'État», hein, puisque c'est la sanction, si on a mis en place l'activité partielle longue durée, qu'on licencie des salariés visés, par, l'accord de maintien dans l'emploi, bah, qu'est-ce qu'on fait si on doit rembourser, qu'on n'a pas les moyens? Ou par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait si la situation de la société s'est obérée depuis le jour où on a mis en place le dispositif? Alors, dans le décret du 30 octobre 2020, l'État a prévu que l'employeur, s'il n'avait pas les moyens, pouvait demander soit un échelonnement évidemment de paiement, soit demander à ne pas être touché par ce remboursement. Vous verrez également que si la situation de la société s'est aggravée depuis le jour où vous avez signé l'accord d'activité partielle longue durée ou mis en place ce dispositif unilatéralement, vous pouvez aussi demander à l'État à ne pas rembourser les sommes reçues en remboursement par l'État au regard de l'aggravation de votre situation au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est important de le savoir parce que la situation n'est pas complètement bloquée en termes de licenciement économique. Sachez par ailleurs, et ça c'est important de le souligner, que le décret du 30 octobre vise uniquement les licenciements économiques. En gros, votre accord de maintien dans l'emploi, hein, on maintient les salariés dans l'emploi et on ne les licencie pas s'ils sont visés par l'activité partielle longue durée, eh bien, ça concerne des licenciements pour motif économique. Et ça laisse la porte à d'autres moyens de rupture. Je pense par exemple évidemment aux ruptures individuelles, bien sûr, aux ruptures conventionnelles individuelles, mais même aussi aux ruptures conventionnelles collectives que vous pourriez mettre en place par accord d'entreprise, ou même encore si vous aviez un accord spécifique de compétitivité au sein de l'entreprise qui vous permet de licencier des salariés dans ce cadre, vous pourriez aussi les licencier sans qu'on vous oppose votre obligation de maintenir les salariés dans l'emploi, puisque le décret du 30 octobre ne vise spécifiquement que le licenciement pour motif économique. Donc ça, c'est important de le souligner. Là encore, vous n'êtes pas complètement bloqué en matière de rupture du contrat de travail, hein. Je ne parle même pas évidemment des licenciements pour faute ou pour insuffisance qui là n'ont pas de rapport. Alors, quel est le dispositif de l'activité partielle longue durée? Je vous le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas concrètement d'arrêter toute activité, mais de diminuer le temps de travail des salariés dans la limite de 40%, voire éventuellement, si vous l'avez négocié par accord d'entreprise, jusqu'à 50%, ou de manière unilatérale jusqu'à 50% si le direct vous l'a validé. Ça vous permet de diminuer le temps de travail de vos salariés. Alors, on peut imaginer plusieurs dispositifs. Ça peut être diminuer le temps de travail de 40% sur toute une période visée, ou ça peut être sur la période visée, par exemple, vous demandez le bénéfice de l'activité partielle longue durée sur 12 mois, eh bien, en totalité, pendant 6 mois, le salarié ne travaillera pas et puis retravaillera en totalité au cours des 6 mois suivants, hein. Vous avez de la possibilité de moduler ce taux de 40% hein, par période ou en totalité sur la dite période. Il y a quand même un petit peu de souplesse. En ce qui concerne l'indemnité versée aux salariés, hein, le salarié aura droit à 70% de son salaire brut dans la limite de 4,5 SMIC. Hein, donc là, c'est assez protecteur pour le salarié puisqu'on arrive à 84% du net. Jusqu'à présent, la prise en compte des heures supplémentaires contractuelles, forfaitisées ou conventionnelles, comme pour l'activité partielle classique, seront prises en charge, mais à ce jour, ça ne vaut que jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, on ne sait pas si ces heures supplémentaires forfaitisées seront prises en charge par la PLD au-delà du 31 décembre, puisque la loi qui le permet n'a fixé un délai à ce jour que jusqu'au 31 décembre. À voir, ce sont des problématiques qui ont été, on va dire, signifié au gouvernement sur la PLD. On va voir si ce sera reconduit ensuite. Grande question aussi maintenant, quelle sera la prise en charge par l'État de l'activité partielle longue durée? On le sait aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2021, l'État prendra en charge 60% du salaire horaire brut du salarié. Donc, vous remboursera 60% du salaire brut du salarié. Donc, restera 10% du salaire brut du salarié à la charge
de l'entreprise, le tout dans la limite de 4,5 SMIC. Donc, a priori, quel que soit le secteur aujourd'hui, il y aura quand même une différence de 10% qui sera prise en charge par l'entreprise dans le cadre de l'activité partielle longue durée. En ce qui concerne le dialogue social, bien évidemment, dans la mesure où vous aurez négocié par accord d'entreprise, les délégués syndicaux ou le CSE seront au cœur de la négociation. S'il s'agit d'une mise en place unilatérale parce que vous avez un accord de branche, il est fortement conseillé de consulter le CSE et par ailleurs, tous les trimestres, vous devrez informer le CSE et les organisations syndicales, s'il y en a dans votre entreprise, du suivi de l'activité partielle longue durée. Alors, la problématique qui se pose, on a posé la question tout à l'heure et elle est essentielle pour savoir comment gérer dans vos entreprises ces deux dispositifs, c'est de savoir si ça peut se cumuler ou pas, activité partielle classique, activité partielle longue durée. Alors, bien évidemment, on sait que pour un même salarié, on ne pourra pas viser les deux dispositifs pour une même période. Mais la question se posait de savoir si pour des salariés différents dans une entreprise, certains pourraient être concernés par l'activité partielle longue durée et d'autres par l'activité partielle classique. À ce jour, la réponse du ministère, c'est non. Vous ne pourrez pas, au titre du Covid et de la problématique économique, viser des salariés par les deux dispositifs dans votre entreprise. En revanche, vous pourrez le faire si vous avez des difficultés d'approvisionnement, des sinistres ou des intempéries de caractère exceptionnel, transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise. Mais en revanche, la problématique Covid et conjoncture économique ne vous permettra pas, pour des salariés différents au sein de vos structures, de cumuler les deux dispositifs. Et c'est vrai que ça pose des problématiques, on va dire, de cumul, d'anticipation, quand faire démarrer l'APLD si on veut garder au plus longtemps le dispositif d'activité partielle classique. Et la problématique majeure, c'est qu'à ce jour, on n'a pas de visibilité à moyen terme. On sait jusqu'où on va au 31 décembre. J'espère que d'ici 15 jours, on en saura plus pour le 1er janvier. Donc, des gros soucis en la matière. Et puis, la question se posait, on l'a dit tout à l'heure, les personnes vulnérables ou de garde d'enfants peuvent être en activité partielle classique. Et là, quid de la PLD? Alors, le gouvernement a dit, évidemment, ceux qui sont en activité partielle classique, parce qu'ils seront personnes vulnérables ou en garde d'enfants, eh bien, pourront être visés par le dispositif de la PLD. Mais pendant la période où ils seront en activité partielle classique, du fait de leur vulnérabilité ou de leur placement en garde d'enfants, eh bien, le dispositif d'activité APLD sera suspendu le temps de l'activité partielle classique. Donc là, on est dans un cas de cumul possible spécifique lié à ces deux statuts distincts. Donc, vous l'avez vu, un certain nombre de problématiques quand même non réglées à ce jour et qui entraînent quand même de vraies questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont posées ou si vous en avez maintenant avant qu'on envisage les problématiques plutôt d'hygiène et de sécurité. Oui, moi j'en ai une. En fait, ça répond peut-être à la question que j'ai demandé une demande d'activité partielle classique, mais j'ai déjà mis en place la PLD. Je me suis dit, avec le confinement, il y a quand même certaines choses qui changent, mais du coup, vu que, enfin, d'après ce que vous dites, on ne peut pas cumuler les deux. Alors, Non. sur un même salarié, je comprends bien, on ne va pas être indemnisé deux fois. Oui, bien sûr. Ça Non, mais on paraît aurait pu logique. voir des périodes se chevaucher pendant la même durée. C'était dans cette question-là. Voilà. Et là, a priori, non, c'est pas Voilà, possible. c'est ce que, parce que j'ai une demande, ma demande d'activité partielle classique, elle est restée sans réponse et toujours en cours d'instruction. Donc bon, après, c'est pas grave parce que j'ai trouvé la solution. Je vais mettre tout le monde en activité partielle de longue durée et ça sera 100% pour le mois de novembre et le mois de Oui, décembre. c'est ce qu'on disait. On peut regrouper le pourcentage sur des périodes C'est pour en faire ça, un 100%. Mais c'est vrai qu'ils nous ont tellement poussé à négocier ces accords d'APLD et avant qu'on oui, ait la réponse sur le cumul qu'il y a des sociétés qui se trouvent coincées. Alors vous avez encore la poursuite de votre activité, mais moi j'ai des restaurateurs qui attendent, qui me disent c'est on ne va ça. pas négocier parce que ça n'a pas de sens, quoi. Bah, c'est super. Enfin, Après, j'avoue que nous, on a de la chance, on en a que 7 en activité partielle. Donc,
sur 47, c'est pas trop grave. Ça va, ouais. Mais c'est clair que ouais, pour certains qui ont leur effectif, ça peut être Ouais, tendu. bon, Et ma deuxième question, je m'en souviens plus, donc elle me reviendra. vous la reposerez. C'est normal, c'est dense en plus le sujet. Ok. Bon, bah, effectivement, l'autre problématique, hein, elle est liée aux obligations de sécurité de résultats de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité, avec un ministre du Travail qui intervient régulièrement auprès maintenant de la directe et notamment de la problématique du télétravail, on va le voir, pour dire que c'est pas une option et que c'est obligatoire. Alors, c'est vrai qu'on va jouer sur des problématiques juridiques. Est-ce que le protocole sanitaire a une valeur juridique ou pas? Mais néanmoins, on va le voir qu'il y a quand même des risques importants pour l'employeur et des risques qui ressortent d'un certain nombre de condamnations de sociétés qui ont eu lieu après le premier confinement, dont on peut tirer un certain nombre d'enseignements que j'ai résumés. Hop, je vais vous le mettre tout de suite. Voilà, sur un certain nombre de décisions qui ont été rendues contre la Poste, certains nombres d'hypermarchés et aussi, on sait, Amazon. Il y a les syndicats qui ont pu intervenir pour saisir les tribunaux, mais aussi les inspecteurs du travail qui ont le pouvoir, après des constats au sein de vos entreprises, de pouvoir là aussi saisir les tribunaux pour faire ordonner sous astreinte un certain nombre de mesures ou même pour faire fermer des entreprises. Et les points qui sont ressortis des manquements des employeurs étaient une absence de mise à jour de leur document unique d'évaluation des risques chez un certain nombre d'employeurs. Deuxième problématique, si les employeurs avaient mis à jour leur document unique d'évaluation des risques, ils n'avaient pas impliqué le CSE dans la mise à jour de ce document. Et là, c'était une seconde sanction, cette fois-ci au titre du délit d'entrave. D'autres n'avaient pas mis en place suffisamment de moyens au regard des prescriptions du protocole sanitaire. Et là, il y a eu des décisions qui ont entraîné un certain nombre de condamnations sous astreinte. Et enfin, certaines entreprises avaient voulu aller plus loin que ce qui était prévu par la loi en indiquant dans le document unique d'évaluation des risques un risque de prévention des risques biologiques. Or, ça ne concerne que les activités a priori de clinique ou liées au traitement de malades ou de patients. Et en indiquant dans leur document unique d'évaluation des risques la prévention des risques biologiques, ça leur imposait de mettre en place un certain nombre de prescriptions, on va dire, sanitaires et de sécurité supplémentaires qui n'avaient pas de sens par rapport à leur activité. Et pourtant, ils devaient les mettre en place. Et c'est vrai qu'au moment où on met en place, où on fait évoluer, comme on va le voir, le document unique d'évaluation des risques, il n'est pas utile de viser dans la plupart de vos activités la prévention des risques biologiques, hein, parce que ça ne vous concerne pas. Donc attention à la manière de rédiger ce document pour ne pas vous lier avec des obligations qui seraient supplémentaires et ne pas en adéquation avec votre activité. Donc on le sait aujourd'hui, à travers les tribunaux, les entreprises peuvent se voir infliger des sanctions pour délit d'entrave si le CSE n'est pas mis dans la boucle. Se voir condamné sous astreinte à mettre en place un certain nombre de règles ou se voir fermer le cas échéant. Donc, on va le voir finalement que même si le protocole sanitaire n'a pas une valeur légale, la directe ou les syndicats, les élus ont des moyens de vous faire condamner en tant qu'employeur. Alors, réévaluer votre document unique d'évaluation des risques, oui, il faut le faire à chaque nouveau protocole sanitaire si votre document ne correspond pas à la dernière version du protocole. Alors, on l'a dit tout à l'heure avec l'une d'entre vous, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez mis en place un certain nombre de process et que c'est plus facile aujourd'hui. Il suffit simplement de faire une mise à jour. Mais en tout cas, votre document doit être mis à jour avec à nouveau la consultation des instances. Ça, c'est extrêmement important. En ce qui concerne le règlement intérieur, c'est vrai qu'au fur et à mesure que tous ces documents, ces protocoles sanitaires sortent, on a des urgences et il y a des façons de répondre aux urgences plus rapidement que la mise à jour directe du règlement intérieur par note de service. On sait qu'une note de service qui par ailleurs sera ensuite soumise au CSE
et à l'inspection du travail vaudra règlement intérieur, hein, sera annexé au règlement intérieur, mais vous permet d'agir rapidement, d'être dans le temps de l'action, on va dire, parce qu'on sait que le règlement intérieur classique, eh bien, vous avez un délai d'1 mois suite à sa publicité, à l'envoi à la directe et au Conseil des prud'hommes pour qu'il soit mis en action. Donc, par note de service, qui seront ensuite annexées, voire intégrées au règlement intérieur, vous pourrez d'ores et déjà, au fur et à mesure, être à jour du nouveau protocole sanitaire et n'hésitez pas à le faire pour être plus réactif. Hein, ça, c'est une possibilité qui est rappelée par le ministre du Travail depuis une publication du 1er septembre. Hein. Il s'agit de la jurisprudence tout simplement qui vous permet de le faire. Alors aujourd'hui, le nouveau protocole sanitaire, on le sait, date d'abord du 29 octobre et puis par ailleurs, il est mis à jour depuis hier puisque le Premier ministre a fait état d'un certain nombre de nouvelles mesures, essentiellement nouvelles mesures concernant le commerce pour les commerçants qui vont réouvrir samedi. Alors, ce nouveau protocole, il rappelle l'importance d'avoir un référent Covid au sein de l'entreprise. Alors, un certain nombre de branches ont négocié pour imposer ce référent Covid et je pense notamment au BTP qui le recommande fortement. Si vous le mettez en place, bien sûr, c'est important de communiquer auprès du personnel pour qu'il sache qui est le référent Covid. Et puis, évidemment, ce référent Covid, à mon sens, il faudra lui faire un avenant à son contrat de travail pour que ses missions soient listées dans son contrat de travail, puisque ça va évidemment modifier un petit peu à la marge ses obligations. Donc, n'hésitez pas à faire soit par voie d'avenant, soit par fiche de poste qui sera contresignée par le référent Covid, eh bien, la liste des tâches qu'il aura à respecter et par exemple participer à l'actualisation du DUR, assurer la mise à jour de l'affichage et des marquages, identifier les salariés à risque, etc. etc. Ce sont quand même des nouvelles tâches qui imposent évidemment, à mon sens, de nouvelles responsabilités, donc un avenant. Sur le télétravail, on en parlait tout à l'heure, hein, et puis c'est la problématique générale du protocole sanitaire. Un certain nombre d'entreprises ne l'avaient pas forcément mis en place au premier confinement, et puis se sont dit qu'au second confinement, bah, ce n'était pas une obligation. Or, le ministre a évidemment indiqué que lorsqu'on pouvait mettre en télétravail les salariés, cela devenait une obligation. Alors, une obligation, évidemment, qui n'a pas de sens juridique puisque le protocole sanitaire n'est pas une loi et parce que le gouvernement ne peut pas matériellement mettre en place une loi qui l'impose de manière générale puisque c'est au cas par cas qu'il faut décider si oui ou non le télétravail s'impose. Néanmoins, je vous l'ai dit tout à l'heure, les tribunaux ont commencé à sanctionner les employeurs qui n'auraient pas mis en place un certain nombre de règles sanitaires et ça peut parfaitement concerner le télétravail puisque vous avez une obligation générale de sécurité qui est fixée par le Code du travail en son article 4121-1 qui vous impose de respecter des obligations en matière d'hygiène et de sécurité. Et ça englobe nécessairement le télétravail. Sachez par ailleurs que par courrier adressé au direct, le ministre du Travail, depuis le 3 novembre, a demandé spécifiquement à la directe de consulter, de constater ces problématiques de manquement avec un premier constat qui doit être, on va dire, didactique, c'est-à-dire que la directe vient auprès de vos entreprises et vérifie selon les postes si les salariés peuvent télétravailler ou pas et vous incite à les mettre en télétravail. Donc là, le premier contrôle sera, on va dire, pédagogique, mais si à l'issue du second contrôle, suite à, on va dire, à la mise en demeure de mettre en télétravail eh bien, vos salariés, là, dans ces cas-là, la directe pourra saisir les tribunaux pour, sous astreinte, vous obliger à mettre les salariés au télétravail. Alors, je vous incite évidemment avec le CSE à expliquer pourquoi certains postes peuvent être mis en télétravail et pas d'autres.
Parce que évidemment, la problématique, c'est ce qui va se passer après. Certains salariés voulant rester pour la suite en télétravail et arguant du fait que ça a été possible pendant le confinement ou pendant la période de crise sanitaire. Donc, il faut vraiment, à mon sens, soit négocier un accord sur le télétravail au sein de l'entreprise. On sait que les branches sont en train d'en négocier, mais pour l'instant, ça achoppe parce que les employeurs ne veulent pas que ça soit rendu obligatoire, est-ce que je comprends parfaitement, soit viser les postes avec le CSE pour expliquer pourquoi ça peut être mis en place en totalité ou partiellement. Hein. Par poste, on peut très bien imaginer qu'une partie de la semaine implique d'être en présentiel et pas l'autre partie de la semaine, pour que vous puissiez avoir une explication objective à opposer à vos salariés et à la directe en cas de contrôle. Je sais par ailleurs qu'un certain nombre de salariés, contrairement au premier confinement, ne veulent plus être en télétravail, ce qui est la problématique inverse, hein, parce qu'ils ont souffert de l'éloignement, ne l'ont pas vécu correctement et refusent le télétravail. Alors bien sûr, vous pouvez imposer le télétravail, c'est prévu par le Code du travail, hein, 1222-11 du Code du travail, si c'est justifié par des problématiques sanitaires. Donc le salarié qui viendrait sur place alors que vous souhaitez qu'il soit en télétravail, vous pourrez le sanctionner puisque vous pouvez lui imposer directement. Vous pouvez également l'imposer aux salariés protégés. Hein, une ordonnance le prévoit jusqu'au 31 décembre et va être reconduite. Les salariés protégés, vous pouvez également leur imposer le télétravail. En ce qui concerne la rémunération, évidemment, rémunération à 100% pendant le télétravail, pas de cumul avec l'activité partielle si c'est sur une période de télétravail. On peut alterner activité partielle et télétravail, ça c'est également possible. Pas d'indemnité d'occupation. Hein, le gouvernement, dans ses différents documents, avait été assez vague sur le sujet, puisqu'on avait d'un côté le gouvernement qui, début du confinement, nous disait qu'il faut une indemnité d'occupation, et puis qui nous disait le contraire 2 mois après. Aujourd'hui, c'est clair, pas d'indemnité d'occupation en cas de télétravail lié au confinement ou lié à la pandémie, parce que ça n'est pas un choix de l'entreprise qui a des locaux pour accueillir ses salariés. Hein, donc ça, c'est important de le souligner. Vous pouvez verser des frais forfaitaires à vos salariés dans une limite qui a été fixée par l'URSSAF, à 10 € par mois pour un jour de télétravail, 20 € pour 2 jours de télétravail. Ça, c'est important aussi de le souligner. Ça peut être la prise en charge au réel des frais également, hein, dont il faudra conserver évidemment les factures en cas de contrôle URSSAF. Important également de souligner qu'il y a eu une précision du ministère sur les tickets restaurants. Hein, les salariés en télétravail posaient la question du bénéfice des tickets restaurants. Le ministère indique que dès lors que les salariés qui sont sur place bénéficient de tickets restaurants, les télétravailleurs doivent aussi en bénéficier s'ils ont des horaires qui couvrent une période de restauration. Par exemple, un télétravailleur qui travaillerait de 9 h à 17 h a le bénéfice d'un ticket restaurant. Hein. Ça a été rappelé par le ministre sur le site du ministère. Alors, utilité d'un écrit, hein, bien sûr, on peut passer son salarié en télétravail sans avenant. Hein, le télétravailleur n'a pas à donner son autorisation. En revanche, à mon sens, il est utile de fixer les règles du télétravail pour avoir des plages pendant lesquelles le salarié peut être appelé et pendant lesquelles le salarié ne pourra pas être appelé. Hein. Son droit à la déconnexion, son droit à la pause, évidemment, continue de s'imposer à l'employeur pendant ces périodes-là. Donc, il faut pouvoir, d'un côté, vous permettre de joindre le télétravailleur, éventuellement de le contrôler, mais évidemment lui laisser aussi sa liberté pendant un certain nombre de périodes pendant lesquelles il est libre d'être en pause. Les conseils de la CNIL sont venus compléter ces problématiques-là en indiquant que dans votre charte de sécurité ou votre charte informatique, il fallait viser la problématique du télétravail. Ça, c'est important de, on va dire, compléter ces problématiques-là. De manière générale, puisque la charte informatique est le complément de votre règlement intérieur, et aussi, je dirais, en lien avec le RGPD,
puisque si vous avez des moyens de contrôle à distance du travail de vos télétravailleurs, vous avez donc des données personnelles qui les concernent et à mon sens, vos fiches de traitement du RGPD doivent être mises à jour en application de ce nouveau type de télétravail qui vous permettent de suivre leur travail et pour savoir si ce suivi concernera leur temps de travail, leur activité, comment, qu'est-ce, enfin pour tous ceux qui ont déjà mis en place le RGPD dans leur entreprise, à mon sens, les documents liés au RGPD et votre charte informatique notamment doit être complétés au regard de ces problématiques de télétravail. En ce qui concerne le port du masque, le protocole sanitaire d'octobre vient également rappeler un certain nombre de problématiques et qui impose désormais le port du masque qui devient la règle, avec un certain nombre d'exceptions. Donc, le port du masque dans les lieux collectifs clos est obligatoire. Hein. Donc ça, il n'y a pas d'exception possible, sauf, on va le voir, quelques activités précises. Donc ça veut dire concrètement que quand on est seul dans son bureau, on n'a pas besoin de masque. En revanche, dans un espace de coworking, désormais, le port du masque est devenu obligatoire. Hein. Il y avait une période pendant laquelle il y avait des distinctions entre les zones vertes, rouges, écarlates ou que sais-je. Aujourd'hui, port du masque obligatoire dans les lieux collectifs clos et notamment les espaces de coworking. Dans les bureaux individuels, pas d'obligation. Dans les ateliers, le gouvernement est venu préciser que s'il y avait des conditions de ventilation, d'aération, d'extraction par le plafond et éventuellement le port d'une visière et la distanciation sociale, les salariés n'étaient pas obligés de porter le masque dans ces ateliers. On peut le comprendre, un certain nombre d'activités physiques posent effectivement le problème du port du masque. Dans les lieux extérieurs, pas nécessairement de port du masque si la distanciation sociale est possible. Et on pense notamment à tout le secteur du BTP où les personnes ne peuvent pas nécessairement travailler en respectant la distanciation sociale parce qu'ils sont sur un chantier et travaillent les uns à côté des autres. Bien là, malheureusement, hein, le port du masque est une obligation pour les salariés qui ne pourraient pas être à la respecter la distanciation sociale. Port du masque dans les véhicules, ça c'est important de le souligner. Hein, aujourd'hui, possibilité d'être à plusieurs dans les véhicules, mais avec le port du masque. Et puis, un certain nombre de métiers sont visés pour l'adaptation du port du masque. On pense au travail en atelier dont j'ai parlé, au métier du nez hein, pour nos sociétés de l'arrière-pays grassois et des parfums. Bien évidemment, tous les nez et tous ceux qui travaillent dans ce métier n'auront pas à porter le masque, même s'ils sont dans un espace commun à partir du moment où une jauge de 4 mètres carrés par personne est respectée. Donc ça, c'est important de le souligner dans ces activités-là. Par ailleurs, pareil pour les journalistes ou invités télévisuels, pas d'obligation de porter le masque. Alors, qu'en est-il de la sanction? Est-ce qu'on peut sanctionner les salariés qui ne le porteraient pas ou ne le porteraient pas correctement? Hein, parce que qui dit obligation de sécurité et de résultats, côté employeur, dit que vous pouvez évidemment faire usage de votre pouvoir de direction pour imposer le respect des normes sanitaires que vous aurez dictées à travers votre DUER, à travers votre règlement intérieur. Alors, et même si vous n'avez pas de règlement intérieur, vous avez pu mettre en place des notes de service. Donc oui, vous pouvez sanctionner les salariés qui ne respecteraient pas ces règles-là. Hein, parce que si un jour vous avez un cluster et qu'il apparaît que vous avez laissé vos salariés libres de ne pas porter les masques ou avez été trop laxiste, effectivement, le salarié malade pourrait reprocher à l'employeur le fait qu'il a laissé les autres salariés ne pas respecter les règles sanitaires. On pense au masque, hein, mais ça pourrait concerner toutes les règles sanitaires. Donc oui, vous pouvez sanctionner vos salariés. Alors ça peut passer par un rappel à l'ordre général et puis ensuite par un avertissement
sur le sujet. Puis si le salarié s'entêtait et ne voulait véritablement pas respecter les règles en la matière sans faire partie des cas d'exception, là, vous pourriez le sanctionner par une sanction plus lourde. Alors, en ce qui concerne la limitation des déplacements, là encore, le protocole sanitaire rappelle que la règle, c'est de pouvoir faire soit du télétravail, soit des conférences par Zoom ou Visio ou que sais-je, et puis un aménagement des horaires d'activité et de sortie des salariés pour aménager l'entrée et la sortie des salariés aux heures de pointe. Donc l'idée est de permettre aux employeurs, en modulant les horaires de travail avec l'accord des salariés, de permettre une entrée sur des plages horaires plus larges et une sortie sur des plages horaires plus larges également pour éviter qu'un certain nombre de salariés se croisent au même moment dans vos entreprises avec un plan de gestion des flux, plan de circulation, plan éventuellement de personnes pouvant être présentes simultanément dans un espace commun. Ça, on pense aux sociétés qui ont un nombre de salariés important présents en même temps. Et puis, depuis le 26 novembre, pour les commerces, une jauge spécifique va être mise en place à partir du 28 novembre. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était sur une jauge de 4 mètres carrés dans un certain nombre de secteurs, 4 mètres carrés par salarié. Or, désormais, pour les commerces qui accueillent du public, la jauge qui concerne l'accueil du public, je ne parle pas des salariés présents, mais uniquement du public présent dans les magasins, sera de 8 mètres carrés par client. Donc là encore, c'est une modification puisque jusqu'à présent, les magasins ne se voyaient pas imposer de jauge pour les clients. Maintenant, c'est 8 mètres carrés par client. Or, donc c'est l'espace, on va dire, de vente, donc duquel il faut déduire tous les aménagements dans lesquels sont stockés les vêtements ou que sais-je. Et par client, donc vous évacuez de cette jauge les vendeurs, bien sûr, des commerces. Et puis pour ceux qui ont plus de 400 mètres carrés, un système de comptage à l'entrée des magasins, également un sens de circulation et des horaires élargis pour ouvrir pour ces magasins jusqu'à 21 heures. Alors, moi, je veux bien un horaire élargi, il n'y a pas de souci, 21 heures, mais en même temps, on a entendu qu'on allait nous fixer un couvre-feu à 21 heures. Donc, si on peut aller dans les magasins jusqu'à 21 heures, il faudra être très, très rapide pour rentrer chez soi, pour être chez soi à 21 heures après le couvre-feu. Donc là encore, je pense que les annonces d'hier vont faire l'objet d'une décision, d'un décret ou d'une ordonnance qui vont préciser ces points qui ne sont pas compatibles avec le couvre-feu. Des horaires élargis doivent être compatibles avec le couvre-feu. Bien sûr, on nous parle également de faciliter le travail le dimanche pour le commerce. Là encore, on attend des règles, des ordonnances, puisque le travail le dimanche est extrêmement réglementé en France, avec un certain nombre de zones touristiques visées qui ne concernent pas théoriquement toutes les zones des secteurs d'activité des commerçants. Dans notre département, il y a un certain nombre de zones, mais pas toutes. Donc là encore, on attend des ordonnances précises. Alors, autre point également qui est important, c'est celui du rôle des entreprises dans le dépistage. Avant le protocole d'octobre, on nous disait non, surtout pas, les entreprises ne doivent pas se mêler du dépistage. Et puis finalement, aujourd'hui, on nous dit que l'entreprise devrait être au cœur du dépistage. En relayant les messages liés aux autorités sanitaires et au dépistage. 2, en incitant les salariés à se faire dépister, et notamment les agents asymptomatiques. Et 3, en autorisant dans les entreprises les tests antigéniques. Alors, ce ne sont pas les tests sanguins, mais bien les tests antigéniques. On peut désormais en entreprise mettre en place éventuellement un grand système de dépistage antigénique avec des salariés volontaires bien sûr, en pouvant recourir à des médecins, à des infirmières, évidemment dans la règle du secret médical. Alors,
un certain nombre de médecins du travail ont été consultés par mes clients qui sont ouverts au public, notamment avec beaucoup de public, pour mettre en place ces tests antigéniques. Alors, sachez qu'aujourd'hui, les médecins du travail n'ont pas du tout envie de participer à tout ça et ils disent nous, non, ça ne nous concerne pas. On a vu nos missions recentrées sur un certain nombre de sujets et on n'interviendra pas. Donc, on les a interrogés officiellement, mais à ce jour, aucun médecin du travail n'a voulu mettre en place ce protocole qui pose, bien sûr, on va voir des problématiques aussi en matière de RGPD. Autre précision du protocole sanitaire d'octobre, vous devez informer vos salariés de l'existence de l'application Tous Anti-Covid. C'est juste une information, mais vous devez le faire. Donc, nous, au sein de l'entreprise, on a fait un mail à tous nos salariés pour les informer de cette application qui, a priori, n'a pas un gros succès aujourd'hui au sein des entreprises. Mais en tout cas, obligation d'information. Obligation en cas de contamination d'un salarié. En réalité, le protocole du 30 octobre reprend ce qui existait déjà. Isolement du salarié symptomatique, rester à distance du salarié, prévenir les secours, lui fournir un masque, lui permettre de rentrer en dehors sans prendre les transports en commun. Et puis ensuite, rappeler aux autres salariés pour vérifier qu'ils ne sont pas des cas contacts, nettoyer le poste de travail, bien sûr. Tout ça, et notamment cette procédure spéciale en cas de contamination, vous devez l'indiquer dans votre document unique d'évaluation des risques. Deuxième élément que vous devez indiquer aussi dans votre document unique d'évaluation des risques, ce sont les mesures pour les cas contacts. Les cas contacts sont définis limitativement par le protocole sanitaire. Tout le monde n'est pas un cas contact. Un cas contact, c'est quelqu'un qui a été en face à moins d'1 mètre et sans masque d'une personne qui a été contaminée, plus de 15 minutes, dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée a toussé, a éternué, ou à l'occasion d'un échange de matériel ou d'objets non désinfectés. Alors, dans les entreprises, ça peut être large, à la photocopieuse, à la machine à café. Nous, on a mis en place effectivement des règles d'usage de ces matériels communs qui sont désinfectés après chaque passage. Enfin, en tout cas, ça peut être une problématique d'échange de matériel. Ou dans le cadre d'actes de soins ou d'hygiène, ou en partageant le même lieu de vie. On pense aux couples cas contact. Donc, si ces personnes sont des cas contact, vous devez lui demander de rentrer chez lui. La personne doit vous avertir. Il doit être isolé jusqu'à 7 jours après la guérison de tous les cas du foyer. Et puis, si il n'a pas été guéri, il doit rester au moins 14 jours chez lui. Donc ça, c'est important de le souligner. Celui qui sera cas contact bénéficiera d'un arrêt de travail classique. Il ne bénéficiera pas de l'activité partielle. Il devra pratiquer un test de dépistage pour savoir si, au-delà d'être un cas contact, il est lui-même malade. Et là, s'il est malade, il bénéficiera là encore d'un arrêt de travail classique. Autre point qui doit être indiqué dans votre document unique d'évaluation des risques, c'est la problématique du cluster avec l'obligation pour l'employeur d'alerter l'ARS, de consulter le service de santé au travail, de nettoyer et désinfecter bien sûr tous les postes, de mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques, de rappeler aux salariés les recommandations, de diffuser les noms des personnes contaminées à l'ARS. Là, c'est une possibilité, c'est une obligation qui vous est faite et on va le voir comment ça se cumule avec la problématique du RGPD. On parle de cluster, mais il ne faut pas donner des informations quand même trop personnelles sur vos salariés puisque vous devez respecter la problématique du RGPD. Et puis, éventuellement, mettre en place un système de dépistage, mais qui ne peut pas être obligatoire. Donc, on va le voir, des problématiques obligatoires qui se heurtent, on va dire, aux règles du RGPD, puisque vous devez signaler à l'ARS que vous êtes un cluster éventuellement, mais sans pour autant lister les salariés. Enfin, vous devez donner un certain nombre d'indications, le nombre de salariés visés.
vous devez indiquer les salariés en arrêt maladie, mais vous ne devez pas viser plus d'indications. Donc, vous ne devez pas dire si le salarié est arrêté pour le Covid, si vous avez des salariés contacts. Donc, vous devez vraiment, au moment où vous rédigez votre courrier à l'ARS, être vigilant à ne pas donner d'indications trop importantes. Et surtout, vous ne devez pas conserver au sein de vos, on va dire, documents papier ou informatiques, des documents concernant les arrêts médicaux de vos salariés, juste l'arrêt de travail classique, mais vous ne devez pas indiquer qu'il a eu le Covid. Donc, c'est quand même compliqué de respecter vos obligations sanitaires et vos obligations RGPD. Les relevés de température, là encore des précisions. Vous pouvez mettre en place les relevés de température en garantissant dignité du salarié, le fait qu'il ne peut le refuser et pas évidemment de mise en place de caméras thermiques, ça c'est impossible de mettre en place ce type de process. Pas de tests sérologiques, hein, les tests antigéniques oui, mais pas de tests sérologiques. Et dernière problématique, comment traiter les arrêts de travail de vos salariés qui sont en arrêt pour différents motifs. Alors là, ça a évolué sans arrêt depuis le premier confinement. On a d'un côté les salariés non malades, mais qui bénéficiaient d'arrêts dérogatoires parce qu'ils ont été en mesure d'isolement ou cas contact. Et puis, on a les salariés malades, cette fois-ci, coronavirus ou pas. Alors, pour ceux qui ont été identifiés cas contact ou isolés, mais qui n'étaient pas malades, sachez que le décret du 14 novembre a apporté de nouvelles précisions. Il n'y a toujours pas de délai de carence pour bénéficier des IJSS classiques. Il n'y a pas de limite de conditions d'ancienneté. Hein, donc, le salarié qui a moins d'un an d'ancienneté aura ses IJSS, même dès le premier jour. Par ailleurs, la période des IJSS ne sera pas prise en compte pour la durée maximale d'indemnisation classique. Sachez que pour, en revanche, votre garantie complémentaire employeur, jusqu'au 10 octobre 2020, il n'y avait pas de délai de carence, mais depuis le 10 octobre, et ça n'a pas changé, vous pouvez opposer pour la complémentaire, l'indemnisation complémentaire, le délai de carence du salarié. En revanche, toujours pas de condition d'ancienneté. Hein. Donc, pour votre versement complémentaire, vous pourrez opposer le délai de carence, mais pas la condition d'ancienneté légale fixée par la complémentaire légale. Hein. On parle bien de la complémentaire légale par l'employeur. En ce qui concerne, en revanche, les salariés malades identifiés ou non identifiés coronavirus, ils avaient jusqu'au 10 juillet 2020 des IGSS sans délai de carence. Depuis le 11 juillet, en l'absence de nouvelles règles, il y a bien un délai de carence pour les salariés malades, même en cas de coronavirus. Et l'indemnité complémentaire versée aux salariés par l'employeur pour les salariés malades identifiés coronavirus, il n'y a pas de condition d'ancienneté jusqu'au 31 décembre de cette année. Et suppression du délai de carence, cette fois-ci, le délai de carence est applicable à nouveau depuis le 11 juillet. Donc, à nouveau, délai de carence de 7 jours pour la complémentaire versée aux salariés pour les arrêts de travail classiques ou arrêts de travail coronavirus. Voilà eh bien, toutes les problématiques rapidement exposées. Si vous avez des questions, parce que là encore, ça a beaucoup changé au cours des dernières semaines. Non, pas de questions? Bon, bah tant mieux. Non, Écoutez, il n'y a c'est pas de vrai que... questions pour l'instant. Agnès? Ok. Non? Moi, j'en ai une, mais c'était sur la PLD. Alors, on y revient. Si elle est C'est pas gênant, hein. Non. Alors, en fait, vu qu'on a signé l'accord APLD, on s'est basé sur, en étant Syntec, on s'est basé sur l'accord Syntec qui nous avait mis en place. Oui. Et en fait, dans l'accord, c'est un peu ambivalent dans l'accord. Il y a marqué deux dates. Il y a marqué celle du 1er mai pour la fin de la première période. Et à chaque fois, il y a marqué si pas de renouvellement. Si renouvellement, on peut aller jusqu'au 31 décembre 2022. Oui. Qu'est-ce que je dois faire comme formalité en avril pour qu'on puisse renouveler la PLD?
Alors, dans votre accord, vous avez prévu que vous aviez une première période de 6 mois, Ouais. renouvelable une fois. Non, on a marqué renouvelable, potentiellement renouvelable en fait. Potentiellement renouvelable? D'accord. Bah, vous avez déjà prévu cette possibilité, donc le renouvellement devra faire l'objet d'une information, à mon sens. Alors, je ne sais pas avec qui vous avez négocié, vos élus ou délégués Avec syndicaux, les CSE. Avec avec le CSE, oui, les informer du renouvellement puisqu'il est prévu dans l'accord que vous avez signé. D'accord. Et après, au niveau des instances de l'autre côté, enfin de direct et inspection du travail, Ah bah, comme si j'avais déposé l'accord ou c'est classique, je le garde vous de mon. l'avez déposé, vous avez eu votre homologue, Ouais, oui, vous avez eu votre, ouais, dans les 15 jours. Bah, vous les informez, oui, à mon sens, c'est bien de les informer aussi, ouais, ouais. C'est pas, d'accord. Donc, je les informer. Enfin, je leur envoie le document qu'on a signé avec le CSE. oui, 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 Et- c'est plus, ouais, c'est plus c'est pas le enfin, c'est pas le site classique de l'activité partielle sur lequel on fait la demande, hein. je refais pas le même accord. Pardon, je vous ai pas entendu. Je redépose. Ah, pardon. Alors, attendez, parce qu'il y a marqué ma connexion Internet est instable. C'est bon, logiquement, ça va parce qu'elle m'avait dit, l'ordi m'a dit, attention, c'est instable. Alors oui, vous les informez en leur envoyant votre deuxième période de renouvellement, quoi. D'accord. Mais en rappelant que c'est prévu dans votre accord d'entreprise initial. Du coup, ce que je fais, en fait, c'est avenant à l'accord et dedans, je marque qu'il a été renouvelé simplement. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Et après, Voilà. après côté activité partielle, c'est pas compliqué, c'est un avenant et ça, j'ai bien compris. Ouais, ouais, Ou, ouais. et du côté des instances représentatives du personnel, en fait, ils nous font confiance. Donc, du coup, Bah, tant mieux, hein. Ça, non, mais c'est ce qu'il y a de mieux, hein. ouais. En plus, dans vos activités, ce sont des gens raisonnables en général. On n'est pas Oui. dans la lutte des classes Ah, comme on peut complètement. voir dans l'industrie, ouais. Ouais, ils Ok. sont plus dans la pérennité de l'entreprise que dans Et oui. dans Bah, la. ça c'est intelligent. Ça, c'est ce qui Oh, devrait être le cas. ouais, ouais, complètement. Et ma deuxième question, elle concerne le règlement intérieur, la mise à jour du règlement intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en plus dans le règlement intérieur? On a un règlement intérieur, somme toute, très classique, Oui. avec, enfin, vraiment très classique. Qu'est-ce qu'on doit marquer dedans en plus pour qui nécessite une mise à jour? Alors, si vous avez fait des notes de service en matière d'hygiène et de sécurité, justement par rapport au dernier protocole, vous pouvez les considérer comme des annexes à votre règlement intérieur et D'accord. les soumettre comme telles à l'inspection du travail, mais elles vont avoir une valeur immédiate, mais seront à envoyer comme annexes en disant que dans le cadre du confinement, au fur et à mesure, vous avez procédé par note de service. Alors c'est vrai que c'est plus rapide plutôt qu'à chaque fois de refaire complètement le règlement intérieur parce que après, alors moi, nous, ce qu'on a fait chez un client, c'est qu'on a fait une annexe globale sur la problématique Covid et qu'on a soumis après, mais qui était au départ sous forme de note de service, en mettant les problématiques générales sur port du masque, télétravail, deux, les problématiques en cas de cas contact, en cas de cluster, etc. On a repris exactement ce qui était indiqué et ce qu'on a marqué aussi dans notre DER, hein. D'accord. Très Voilà. bien. L'idée, c'est que ça vous permet, en cas de non-respect par vos salariés de ces règles-là, d'aller les chercher sur un manquement au règlement intérieur, quoi. Ouais, ouais, et surtout avec, enfin, désolée de le dire comme ça, mais surtout avec la PLD qui nous bloque en termes de licenciement économique. Et oui, il Et faut s'ouvrir d'autres portes. ouais, Parce qu'il y en a des revêches, hein. On a toujours les complotistes qui ne veulent pas mettre leur masque, leur ci, leur ça, qui nous expliquent qu'ils étouffent. Bon, nous, on plaide avec nos masques, hein. On n'a pas le choix. Alors, bon, on y arrive quand même, hein. Bon, mais je conçois que moi, je suis toute seule dans mon bureau, donc je n'ai pas cette problématique. Mais ceux qui sont toute une journée avec le masque, hein, mon fils ado me dit, maman, tu comprends pas, c'est horrible. Mais bon, je comprends que les salariés, mais ils peuvent sortir, faire une pause de temps en temps. Il peut y avoir de la souplesse de ce point de vue-là, hein. c'est ça. Mais au moins, ça vous permet de vous rattacher à d'autres motifs de sanction. On est d'accord, hein. Ouais, Et bah, comme c'était ça, c'est comme ça du coup. C'est vrai qu'on a fait des notes de service, mais on n'a jamais mis à jour le règlement intérieur. Donc en ouais. fait, on va tout annexer comme ça. C'est vrai qu'on passe un peu pour des gardes-chiots, mais alors nous, on est en présentiel parce que nos salariés doivent
être là puisqu'on a des audiences, mais quand je les croise sans masque, je râle, hein. Je suis gérante aussi, donc j'ai la responsabilité pénale s'il arrive quelque chose. Mais oui. Donc ça, je leur rappelle, quoi. Donc on a commencé gentiment, j'ai fait un mail hier et puis après ça sera un mail individuel. Voilà, on a les mêmes problématiques que vous et Je vois ça. ouais, Merci voilà. en tout cas. Merci à vous. Et puis, si vous voulez avoir le résumé, je le ferai passer à Solène, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Voilà. Voilà, c'est ce que Elodie nous demandait. Donc oui, vous pourrez le retrouver. Le replay parce que c'est enregistré et le support. Bon, je ne dirai rien sur mon droit à l'image, c'est promis. L'avocat de C'est Chiant. gentil. Ok, bon courage à tous. Merci beaucoup en tout cas Nathalie. Et merci à vous. Il y en a 2 qui nous ont quittés il y a un peu moins de 5 minutes. Il n'y a pas de souci, je comprends que ça soit harassant comme sujet. Ah non, c'est intéressant. Non, c'est super intéressant, mais c'est super dense. Hein. C'est dense et puis ça demande de la réflexion chez les employeurs parce que voilà, APLD, APL, voilà, c'est des sujets typiques. On me dit on fait quoi? Compliqué. Ouais. C'est clair. Ok, à bientôt. Merci, Au revoir. à bientôt. Au revoir Agnès, pouponne bien. Ouais. Bon courage. Merci, vous aussi. Bonne journée.